initialement, Wilhelm Reich est un médecin autrichien né en 1897 dans l'ouest de l'Ukraine, qui à l'époque était considéré comme l'Empire austro-hongrois. Bon. Donc c'est quelqu'un qui était en partie, il était en partie juif, mais juif depuis très très longtemps. Bon, les juifs depuis très longtemps vivaient à ce moment-là en Europe de l'Est. Donc ce ne sont pas vraiment des juifs. Ce sont des juifs de la troisième génération, assimilés comme on dit, et non pratiquants. Donc, voilà. Mais quand même, quand il était gosse, cet homme-là, Reich, parce que c'est marrant parce qu'il s'appelle Reich. Alors qu'est-ce que ça veut dire Reich en allemand? C'est quand même pour quelqu'un qui est né en Ukraine et qui a fait partie dès sa naissance de l'Empire austro-hongrois, donc il s'appelait Reich. Alors, Reich en allemand, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire État, pays, empire et riche. Tu vois, donc, le mec s'appelait comme ça. Donc des États, il en a connu. Voilà. Et je veux dire, cet homme-là, quand il était très jeune enfant, il a vécu dans la campagne ukrainienne. Donc je veux dire, ses parents étaient paysans. C'était de riches paysans, ses parents. Et donc, il y a tout ce passé, il y a toute son enfance de sa part, où on voit quand même qu'il était en contact avec la nature, en contact avec la vie paysanne, avec les animaux, avec le... Donc c'est quelqu'un, quand il était très jeune, il était plein de valeurs que la nature et la paysannerie avaient mises en lui. Et pourtant, c'était pas du tout un pecno, c'était pas du tout... Non, c'était quelqu'un de très cultivé, de très... Voilà. Mais donc il y a même une chose assez étrange le concernant. C'est que quand il était gosse, il avait un précepteur. Quelqu'un qui venait à la maison lui faire des cours. Bon, parce qu'il n'était pas scolarisé. Mais donc un jour, il a vu que son précepteur couchait avec sa mère. Donc il l'a dit à son père. Et enfin, il a dit sans faire exprès, il l'a dit à son père. Et quelques temps après, sa mère s'est suicidée. Voilà. Donc ça l'a hanté durant toute sa vie. Ça, voilà. Donc après ça quand il est allé après à Vienne et à Berlin pour étudier la médecine, il disait qu'il avait seulement gardé une mémoire complètement biologique de son enfance. Voilà. Mais quand même, c'était quand même initialement, c'était un médecin. C'est quelqu'un qui connaissait la biologie, le corps, la nature. Bon, voilà. Donc il a été, dès ses premières années viennoises, et enfin les premières années en Allemagne où il a étudié la médecine, il a été en contact avec Freud. Et donc il a tout de suite été un disciple de Freud. Ils étaient très amis tous les deux. Bon, mais Freud a inventé la psychanalyse. Ce que lui, il a inventé, c'est le prolongement érotique de la psychanalyse. C'est-à-dire que si on est capable de psychanalyser le cerveau, est-ce qu'on est capable de psychanalyser le sexe? Voilà. La thèse essentielle de Reich, c'est qu'il n'y a que le sexe dans la vie. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous consommons, ce que nous étudions, notre travail, le déplacement, les soucis, le fait de payer ses impôts. Donc c'est que tout ce que l'on nous a déjà enseigné, je dirais même depuis le début, tout cela est complètement faux si on considère que tous les actes des hommes sont des actes qui auraient très bien pu ne pas être faits si les gens avaient été vraiment accomplis sexuellement. Dans ce cas-là, le monde n'aurait pas du tout été le même. Voilà. Donc à partir de là, il introduit quelque chose dans la psychanalyse de profondément nouveau, c'est qu'il ne sépare pas les fonctions psychiques des fonctions corporelles. Et donc il faut, quand il étudiait quand des patients venaient le voir et qu'il étudiait leur névrose ou leur psychose, il disait, oui mais le problème
est indissociable de l'origine sociale, le contexte, l'environnement, l'empirisme, l'expérience, toutes ces choses-là dans lesquelles le patient a déjà vécu et qui donc s'est transformé en lui en psychose. Voilà. Les seuls véritables problèmes qu'ont les êtres humains ne sont donc que des problèmes sexuels. Si quelqu'un avait réellement un accomplissement de ses fantasmes, si quelqu'un pouvait réellement jouir de la richesse de la société, et Dieu sait que le matériel est quand même énorme, et bien dans ce cas-là, il y aurait tellement de choses qui ne seraient pas faites par les gens. Les gens, dans ce cas-là, se seraient dispensés de faire des efforts pareils. Le fait que nous bâtissions des gratte-ciel qui sont presque aussi hauts que des montagnes, le fait que nous nous déplacions tous les jours d'un point à un autre pour divers motifs, le fait de faire de l'aéronautique, de vouloir coloniser l'espace, le fait de créer des villes, des civilisations, de mettre au point des choses extrêmement complexes que la plupart des gens ne comprennent pas. Tout ça aurait pu être complètement évité si la sexualité chez certaines personnes avait été accomplie. Mais ce n'est pas le cas. Et à mon avis, ce ne sera jamais le cas. La religion judéo-chrétienne a introduit quelque chose, le péché, la faute, la culpabilisation. C'est au nom de ces valeurs-là que les choses ont été complètement dénaturées. Il faut tout de même voir que durant l'Antiquité gréco-romaine, où les valeurs n'étaient pas du tout les mêmes qu'une société judéo-chrétienne dans laquelle nous existons toujours. Je veux dire, à un certain moment de l'humanité, les parties génitales des hommes et des femmes étaient considérées comme un objet de vénération, et pas comme un objet de répugnance. Donc c'est quand même le fait qu'à une certaine époque, la Grèce antique était une société pour adultes. Ce n'était pas une société où il y avait en même temps des adultes et en même temps des enfants à côté qui voyaient tout ce que faisaient les adultes. Mais avec le christianisme, ces choses-là ont complètement changé. On est passé de personnes qui avaient une activité sexuelle tout à fait saine et qui pouvaient s'exprimer de cette manière, on est passé à une société où l'on rend coupables les gens, où les valeurs humaines indiquent la faute et le péché à tout prix. Freud pensait que quand un homme désire une femme et qu'il a une activité sexuelle avec elle, donc Freud pensait que c'était notre moi qui s'idéalisait, enfin que notre moi projetait ce que nous avions d'idéal sur la personne que nous aimions sexuellement. Donc ça c'est Freud. Bon. Ben, Reich dit non, il n'y a pas cette projection de l'idéal sur le partenaire. Il y a juste une équivalence. Ça veut dire que les deux personnes se valent. Voilà. Donc il y a une réciprocité entre les deux personnes. Politiquement, dans la vie de Reich, est quand même d'une complexité, je dirais même d'une hésitation assez extraordinaire. Ce qui est quand même dingue pour quelqu'un qui était un sexologue qui voulait se battre pour la santé sexuelle des gens. Bon, il avait fait ses études à Berlin et à Vienne, comme beaucoup d'autres psychanalystes, notamment d'origine vaguement juive. Bon, d'accord. Et je veux dire, de partout où il a été, il a été rejeté. Il a été rejeté d'absolument de partout. Ah tiens, tu sais quoi, il paraît que Wilhelm a été viré. Non, sans blague, c'est la 7e fois, la 8e fois. Dire Berlin, Vienne, Moscou, Copenhague, Londres. Dire. Donc à chaque fois, il avait créé une nouvelle organisation. Et puis finalement, au bout de 2-3 ans, de ce coup, des mandats d'arrêt, des mandats d'expulsion, il a dû s'enfuir, il a dû... Bon. Mais je veux dire... Il aimait beaucoup Marx. Alors, je pense pas qu'on puisse dire de lui qu'il était communiste. Même si, à un certain temps, il a été complètement un communiste. Je veux dire, c'est là qu'on voit que le courage qu'il avait réellement, c'est que
C'est que c'était pas, par exemple, un psychiatre qui recevait ses patients dans son bureau parce qu'il avait affaire à quelqu'un qui était complètement mordu de la tête de schizophrénie. C'est pas ça. Lui, il voulait carrément, ah mais rien à foutre du bureau, je vais descendre dans la rue, toi le malade mental, et je vais faire la révolution avec toi, tu sais quoi, je vais faire ça, tu vois. Donc voilà ce qu'il voulait faire, c'est quelqu'un qui aimait l'émeute. Après, l'idéologie en elle-même, il avait essayé le communisme. Mais en même temps, il n'était pas vraiment un communiste. Les communistes ne pouvaient pas le supporter, notamment parce qu'il avait cette idéologie sexuelle, qu'il y avait toutes ces choses donc qui seront toujours mal acceptées par la société, parce que ça demeure quelque chose d'obscène. Donc même les communistes, qui étaient soi-disant des révolutionnaires, ils ne pouvaient pas accepter toutes ces idées obscènes. Bon, c'est tout. Alors on disait, ah ben lui, voilà, bon. Mais je veux dire, il était non seulement la bête noire des communistes, mais aussi bien sûr la bête noire des fascistes. Je veux dire, il était le premier concerné par l'auto-da-fé, quoi. Quand d'un seul coup les nazis ont brûlé tous les livres qui leur convenaient pas, quoi. Il était complètement concerné par l'auto-da-fé. Je veux dire, environ 3 ou 4 ans avant la prise de pouvoir par Hitler, il avait un projet complètement fou. Et c'est là qu'on voit que le personnage est une espèce de gourou dans une secte. C'est exactement comme on verrait dans un film, on verrait un gourou et ses disciples. Et donc, ça pouvait paraître sectaire. Ça pouvait complètement paraître sectaire. Cette organisation qu'il avait créée, qui s'appelait Sexpol. Donc, il voulait venir en aide aux gens, notamment les plus pauvres, en leur faisant comprendre qu'ils n'avaient pas réellement besoin de s'inscrire comme le font les capitalistes ou les fascistes dans la société pour éprouver du bonheur. Et que la chose même pouvait être partagée et qu'il prescrivait des soins, des programmes de malades. Tu ferais ça dans un film et personne ne le croirait, c'est tout. Voilà. Donc au bout du compte, bien sûr, quand Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne, ben, non seulement il était considéré, et il était considéré comme juif, comme communiste et comme pornographe. Donc évidemment, il est parti en courant, parce qu'ils allaient l'arrêter. Je me demande même comment il est arrivé à s'enfuir. Donc il est parti tout de suite aux États-Unis, quoi. Mais au bout du compte, il était ni communiste, ni capitaliste, et fasciste encore moins. Mais tout de même, politiquement, il reste cette espèce de marxisme qu'il avait en lui, qui le poussait à être un révolutionnaire. Alors on pouvait complètement dire que c'était quelqu'un de révolutionnaire au véritable sens du terme. Parce que ces idées étaient non seulement une révolution mentale, mais c'était une révolution biologique également. C'est permettre aux hommes et aux femmes de réellement mieux s'aimer. Il est évident qu'il y a une différence entre la sexualité telle qu'elle est exprimée dans les films porno et la pensée de Reich en elle-même. Reich pensait effectivement à la passion qui était contenue dans le fait même de nous inscrire comme étant des êtres sexuels. Bon. Mais bien sûr, il n'a jamais été question de faire des partouzes avec des caméras, avec des exhibitions, des démonstrations, la société du spectacle. Ce n'était pas du tout la société du spectacle. C'était au contraire une recherche personnelle sur en quoi puis-je me définir pour être heureux. Alors il reste la question de l'amour. C'est finalement, où est l'amour dans tout cela ? La question se posait déjà à l'époque de Reich. Mais maintenant, quand on voit le déferlement de tous ces comportements déchéants depuis au moins une trentaine ou une quarantaine d'années, on est en droit de se poser la question de l'amour. De partout dans cette pièce, dans la rue, dans le monde, dans une voiture, dans un sandwich, dans l'atmosphère, et aussi dans la sexualité, que donc nous étions constitués d'orgones. C'est-à-dire, ça veut dire énergie de la manifestation vitale de l'univers. Donc c'est exactement comme les théories des rebouteux.
c'est-à-dire des astrologues, tout ça. Ils pensent que, à la base, les êtres humains, veut dire, nous venons tous du soleil. Et donc, à un moment donné de la vie, il paraît qu'on a un fil, là, ici, dans cette partie-là du crâne, on a un fil qui nous relie au soleil. Et que donc, jusqu'à un certain point dans la vie, on se charge d'orgones. Parce que nous sommes tous les manifestations d'une vie qui a déjà existé et dont nous sommes les témoins. Alors dans ce cas-là, tout est chargé d'orgones, c'est-à-dire l'univers, les objets, tout ce qui est matériel et immatériel, le fait qu'il y ait des orages, le fait qu'il pleuve, le fait qu'il y a un réchauffement climatique. Et donc ils pensaient aussi que durant l'accouplement, notamment entre un homme et une femme, donc il y avait une décharge d'orgones qui venait surtout de l'homme et qui fait que même l'air est rempli de cette molécule. Et sans elle, nous ne pourrions pas du tout exister. C'est ce qui fait que l'hérédité est très forte et que les animaux, et que nous avons réussi à survivre sur cette planète grâce à quelque chose qui nous a donné envie de baiser. C'est aussi simple que ça à dire. Voilà. Mais là où en plus il est très fort, c'est qu'il dit que tout le destin des animaux, dont nous, qui existons sur cette planète, donc même ce qui s'est passé, c'est que du début de l'existence des animaux, des premiers animaux, il y a plusieurs milliards d'années, jusqu'à maintenant, ça prouve que toute l'histoire de l'humanité et des animaux qui sont encore vivants, justement, c'est l'historique de l'orgone qui peu à peu a disparu sur la planète. Voilà. Et que donc justement dans la mesure où on perd de plus en plus cet orgone, alors j'insiste encore là-dessus, nous avons une sexualité qui est complètement désordonnée, qui est complètement fébrile, qui est complètement barbare et nerveuse et tout ça. Et que donc ça ne prouve pas que l'orgone existe encore plus, ça prouve qu'il existe encore moins. Donc on pourrait imaginer une société qui serait encore plus décousue, un bordel insensé, comme j'ai entendu une fois. Ah oui, les Russes pensent que les Occidentaux ont fait de leur pays un bordel insensé, tu vois. Oui, ben, ça prouve justement que c'est pas un accroissement de l'orgone. Donc il en reste de moins en moins, de moins en moins. Des accumulateurs de bions et d'orgones. C'est-à-dire qu'ils mettaient des patients dans un placard, ils les enfermaient dedans pendant plusieurs heures, et ils déchargeaient sur lui donc la molécule d'orgone qu'il avait réussi à trouver. Donc ils pensaient qu'avec ces accumulateurs, ils pouvaient guérir tout le monde. Ils pouvaient guérir le cancer, les névroses, la psychose, la syphilis, parce que le corps, justement, manquait d'énergie sexuelle. C'est pour ça qu'il s'est autodétruit, donc il a vraiment inventé. Même encore maintenant aux États-Unis, il y a vraiment des psychiatres qui disent « Ah oui, traitement à l'orgone et vos tumeurs vont disparaître ». Exactement comme ça. Donc il avait aussi inventé le fameux Cloudbuster, voilà, le brise-nuage, qui permettait non seulement de faire pleuvoir et pas pleuvoir à volonté, mais qui en plus permettait d'arrêter une tempête. Alors ça n'a jamais été prouvé. Mais il paraît qu'actuellement, ils auraient d'autres modèles plus avancés de Cloudbuster qu'ils utiliseraient aux États-Unis dans le domaine agricole. Voilà. Mais non, mais ça n'a jamais été prouvé. En même temps, c'est des idées extraordinaires. Il y a ce poème, je crois, d'André Breton qui dit quand il pleut, on dirait que par la pluie, on dirait que le ciel couche avec la terre. Et un jour, d'une façon assez arbitraire, la police a enquêté sur lui, et donc elle lui a confisqué ses accumulateurs et son Cloudbuster. Notamment ce propos assez étrange de la cour, nous ne croyons pas que l'orgone existe, vous êtes un charlatan. Bon, et d'un seul coup, il avait été arrêté une première fois, il était arrivé devant la cour, et le verdict avait été rendu. Bon, mais je veux dire, et donc il avait été privé de ses inventions. Après, il a été rappelé une deuxième fois par la cour, et là il s'est énervé. Il s'est énervé, il a dit à ceux qui le jugeaient que
qu'une cour civique ne pouvait pas statuer sur l'authenticité de l'œuvre scientifique que représentaient ces travaux, tu vois. Et donc les mecs, ils l'ont mal pris, quoi. Alors, outrage à la cour, paf, 2 ans d'emprisonnement, tu vois. Ah oui, 2 ans d'emprisonnement. Pour un homme comme lui, qui aimait les femmes et qui aimait la liberté, et se retrouver emprisonné, bon, en plus on l'a transféré plusieurs fois et tout, tu vois. Donc de sa bibliothèque, de la bibliothèque de la prison, il avait écrit une lettre à son fils. Ah, mais tu sais quoi, je suis tout à fait heureux de me retrouver avec tous ces grands génies qui avaient déjà été persécutés pour leurs idées, ceux qui avaient été envoyés au bûcher, c'est bien sûr Christ, Moïse et Giordano Bruno et Luther et puis qui d'autre encore, je ne sais plus, tu vois. Voilà. Ce qui n'empêche pas que il est mort d'une crise cardiaque au bout d'1 an, dans sa cellule. Bon, il est peut-être mort de solitude ou d'ennui, quelque chose comme ça. Et jamais aucune autopsie n'avait été effectuée sur lui. Cette histoire de Reich, elle est quand même assez malheureuse. Ça veut tout de même dire que même si on essaye d'être vrai avec les autres, comme lui, il a essayé d'être vrai, finalement ce qu'il recherchait, c'était la vérité. Donc c'est ça qui est affreux à dire, parce qu'il recherchait la vérité. Il n'y a rien de plus vrai qu'un film porno. Même si c'est une mise en scène, que c'est quelque chose de prédatif ou je ne sais quoi, il n'y a quand même rien de plus vrai que le sexe. Ah, il a essayé d'être vrai avec les autres, de dire, regardez, vos valeurs sont complètement fausses. Si vous étiez heureux de ce point de vue-là, vous ne seriez pas choqués. Et donc vous êtes tous des pudibonds, des intégristes et des coincés et tout ça. Bon. Un film excellent, un film porno excellent, que d'ailleurs je n'ai pas retrouvé sur internet, et je ne sais plus comment il s'appelle, c'est John Beirut et ses filles, ou un truc. C'est un film de John Beirut, voilà. Bon, ça s'appelle John Beirut et ses filles, ou un truc comme ça, bon, avec Sébastien Barrio, Nikita Bellucci, et la petite blonde, je ne sais plus comment elle s'appelle déjà, bon, peu importe, bon. Mais le fait est que, alors, ils ont réquisitionné, durant quelques semaines en été, ils ont réquisitionné une villa dans la banlieue de Nice, au bord de la plage, avec terrasse, piscine et tout, tu vois. Et donc tu vois toute cette équipe d'auteurs, de réalisateurs, de scripts, d'acteurs, ils sont là comme ça, ils ne font pas le film. On voit ce qu'il y a d'extérieur au film. On voit le tournage du tournage, bon, le making of. Et en fait, on voit des gens qui sont parfaitement en harmonie les uns avec les autres. Donc il y a des blagues, et puis on sent du désir. Alors d'un seul coup, il y a une nouvelle délégation de filles qui arrivent à la villa. Alors il y a une qui se lève. Oh, celle-là, elle est belle, je la veux tout de suite. Puis il y a... Voilà. Et donc c'est tout. Alors on n'a pas du tout le visage de personnes malheureuses. On n'a pas du tout, au contraire, on voit des sentiments d'un certain courage, on voit de la beauté, on voit même que d'un seul coup, des acteurs qui se met à philosopher, ils parlent de je sais plus quoi, et puis on assiste à des moments de bravoure et tout ça. Donc c'est tout. Donc de ce point de vue-là, on a tort de condamner la pornographie. L'aventure pornographique, même si donc c'est une tendance à l'exhibition, on va dire, c'est une tendance à l'exhibitionnisme dans un but lucratif. Bon, certes, c'est pour l'argent, mais en même temps, c'est une véritable aventure. C'est le fait qu'un adolescent de 14 ans regarde le journal du Hard dans les années 90 alors que ses parents l'ignorent, le fait que, bon, est-ce qu'on peut dire que c'est la théorie de Freud, l'homme au loup, il a assisté à un coït, notamment à tergo, alors il imagine à l'avance une sexualité qu'il n'a pas eue. Je ne sais pas si on peut dire ça dans ce cas-là, mais en tout cas, ça reste humainement parlant une véritable aventure, le fait qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant et de plus important au monde que le fait de voir des jeunes femmes d'une
telle beauté, de voir ces garçons intrépides et de partager ces histoires où plus personne se retient, et donc c'est la matérialisation de la véritable fête, on lutte complètement contre l'inhibition, et en même temps le réalisateur est un père pour ses actrices, et tout ça. Donc tout ça c'est une véritable aventure, c'est véritablement quelque chose de très riche sur un plan humain. Et de ce point de vue-là, on a tort de condamner la pornographie.